Mesdames et messieurs, bonjour, chers téléspectateurs, amis de Zone Franche. Bienvenue dans cette émission Zone Franche. De développement, il en était question à Cotonou pendant 72 heures, les 28, 29 et 30 août dernier. Cette fois-ci, ce sont les parlementaires des 4 coins du continent africain qui se sont donné rendez-vous pour échanger à la faveur de la 9e assemblée annuelle du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement en abrégé APNOD. Le thème des réflexions nous permettra de savoir ce qui a été réellement fait lors des travaux, les grandes recommandations issues des échanges ainsi que les perspectives de ce réseau présidé par un compatriote béninois et bien invité sur ce plateau pour vous. Il s'agit de l'honorable Jérémy Adomaou. Il est député UPR à l'Assemblée nationale. Honorable, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Je serai avec mon collègue William Cliquant pour vous faire les questions sur cette émission qui dure 1 heure. William, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Jérémy Adomaou, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Canal 3 Bénin. On va parler APNOD. Ne vous en faites pas. Mais avant, les patates chaudes au pays, affaire Steve Amoussou, condamnation pour arrestation illégale de ses ravisseurs la semaine écoulée, en attente le procès du 7 octobre prochain pour l'écouter. Le regard de l'acteur politique que vous êtes, qui n'est assurément pas indifférent de ces faits qui se tiennent et qui se déroulent aujourd'hui. Merci. Je voudrais d'entrée saluer tous les téléspectateurs de Canal 3. C'est vrai que c'est l'actualité, le dossier Steve Amoussou, et nous suivons tous cette actualité. En ma qualité de parlementaire qui fait la promotion de l'évaluation des politiques publiques, et donc qui dit évaluation des politiques publiques, dit en même temps aussi des prises de décision sur des valeurs sûres, des valeurs probantes, des données dont vous êtes sûr à la date d'aujourd'hui. Je crois que le dossier n'est pas allé encore à terme, afin qu'on dispose de tous les éléments d'appréciation pour donner un jugement ou une appréciation, un jugement de valeur sur ça. Donc, je vous propose qu'on laisse la justice aller jusqu'au bout, le 7 octobre et bien après, si cela était le cas, afin que nous disposions de tous les éléments et on peut en discuter sans problème avec vous sur votre plateau. On ne peut donc pas encore tabler. À mon avis, c'est trop tôt aujourd'hui de se prononcer sur ce dossier. Il vaut mieux avoir tous les contours et laisser la justice aller jusqu'au bout et on pourra disposer d'éléments pour mieux apprécier, mieux discuter, mieux échanger. C'est sûr, dans les murs du Parlement, vous n'en direz pas autant, puisqu'il y a déjà l'un de vos collègues qui aurait interpellé le gouvernement sur le dossier déjà. Oui, mais je ne sais pas ce que le bureau de l'Assemblée, la conférence des présidents vont faire de cette interpellation. Sinon, à mon avis, un dossier qui est devant la justice, il faut laisser au bout. On ne peut pas demander au gouvernement de venir répondre d'un dossier qui est dans les mains de la justice et qui n'est pas allé au bout. Ça, c'est mon avis, mais je ne sais pas ce que le bureau de l'Assemblée et la conférence des présidents vont en faire. Assez circonspect, Jérémy Adomaou, sur l'affaire Steve Amoussou. On va parler de l'APNOD, ce réseau. Déjà, qu'est-ce que c'est amplement pour les Béninois qui connaissent peu ce réseau de parlementaires africains? Merci. En français, c'est le réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement. Mais le sigle APNOD est en anglais. C'est African Parliamentary Network on Development of Evaluation. Donc le sigle est en anglais APNOD. Sinon, c'est le réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement en français. Et c'est vrai, l'évaluation peut paraître aujourd'hui un thème nouveau, mais ce n'est pas si nouveau que ça. Seulement, au niveau de nos différents parlements, cela a commencé il n'y a pas longtemps. En 2014,
certains, les pionniers de ce réseau, certains de nos collègues ont été invités au Cameroun, à Douala, sur la troisième conférence de l'Association africaine de l'évaluation, AFREA. Et c'est de là qu'ils ont sorti l'idée de faire le réseautage pour, disons, accompagner à la fois l'exécutif et les différents parlements dans l'institutionnalisation de l'évaluation. Et pourquoi? Parce que l'évaluation permet la bonne gouvernance. L'évaluation permet de prendre des décisions et de bonnes décisions. Et vous savez que toute action publique vient d'une politique publique. Et une politique publique peut être traduite à travers une loi. Et les députés, au même titre que l'exécutif, ayant l'initiative des lois dans tous nos pays, la prise de ces lois-là doivent être basées sur des données d'évaluation, des données sûres, afin de permettre que la mise en œuvre de ces politiques nous donne des résultats efficients et que ça impacte nos populations. Donc, c'est depuis ce temps 2014 que ces 25 pionniers parlementaires provenant de 7 pays ont donné naissance à ce réseau. Et d'année en année, les adhésions ont commencé. Et à la date d'aujourd'hui, donc à l'Assemblée générale annuelle passée, on était déjà dans notre base de données près de 700 parlementaires membres provenant de 29 pays africains, et comme vous l'avez dit dans l'introduction, venant de tous les coins, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Ouest, de l'Est, comme l'Afrique centrale. Donc c'est dans ce cadre, et comme tous les 2 ans, comme chaque année, on se retrouve dans l'un des pays membres du réseau pour faire notre assemblée générale et nous évaluer nous-mêmes, faire le point du chemin parcouru et tirer les leçons, les recommandations pour le futur. Donc c'est dans ce cadre que les 28, 29 et 30, en collaboration avec le Parlement du Bénin, qui est aussi un membre, il a été organisé à Zalaï Hotel, l'Assemblée générale de APNOD, et pendant les 3 jours, nous avons passé en revue les travaux. On y reviendra, hein, on aura tout le temps, et je sais qu'avec l'historique que vous avez fait tout à l'heure, ça fait plus de 10 ans que vous êtes là. On en parlera également. Mais ce mélange-là disons, linguistique, parce que vous avez évoqué le sigle en anglais, ça veut dire qu'il y a des pays, des anglophones, des pays anglophones qui font partie du réseau. Est-ce que ça vous permet de collaborer véritablement? On sait que le système anglophone est bien différent du système francophone. Comment vous arrivez à arrimer les réalités de ces 2 réalités-là? Nous travaillons parfaitement. Ce n'est même pas seulement le français et l'anglais. Il y a des pays lusophones, voilà, et il y a des pays arabes. Mais dans la plupart des cas, même si on n'arrive pas lors de nos séances à faire la traduction en arabe, on se limite aux 2 langues principales, français et anglais, et tout le monde se retrouve. Mais ailleurs, comme il y a 2 ans au Maroc, on n'a pas fait notre assemblée seulement en anglais-français. Il y avait le portugais et il y avait aussi l'arabe, pour permettre à tout le monde d'être à l'aise pendant la durée de nos travaux. Et comme c'est aussi pour nous des rendez-vous d'apprentissage et d'échange, de partage d'expérience, chacun apporte ce qu'il connaît du domaine du secteur et comment ça évolue dans son pays ou dans sa région. Et cela nous permet de tirer les leçons pour voir si nos pays sont dans la bonne direction ou s'il y a des réglages à faire, surtout pour ce qui concerne nous autres parlementaires, si au niveau des lois, s'il y a des dispositions à prendre pour mieux accompagner nos gouvernements en la matière, nous tirons les leçons des uns des autres et c'est cela qui nous permet d'avancer. Si ce n'est pas un réseau de plus, Jérémy Adomaou,
qu'est-ce que les parlementaires font à part l'évaluation? Les données de l'évaluation relèvent des directions de l'administration publique relevant de l'exécutif. L'évaluation, c'est aussi les directions de politique publique qui sont aussi des émanations des ministères. Les parlementaires, ils n'ont pas les données. Les commissions parlementaires ne suffisent pas pour avoir les données. Et surtout, évaluer l'action publique. Est-ce que c'est dans la fonction du contrôle de l'action gouvernementale ou qu'est-ce que les parlementaires ont à coopérer pour l'évaluation des politiques publiques? Oui, vous avez entièrement raison. Peut-être, mais quand je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Allez-y. Et c'est bien de se poser la question, qu'est-ce qui concerne le parlementaire dans l'évaluation? Les parlementaires ne sont pas des experts en évaluation des politiques publiques ou en évaluation du développement. Mais les parlementaires ont besoin des résultats d'évaluation, des rapports d'évaluation pour leur fonction, pour leur rôle régalien. Dans toutes nos constitutions, on sait que bon, les députés votent les lois et contrôlent l'action du gouvernement. Mais les lois que nous votons, les lois régissent des politiques publiques données. Si je prends par exemple le système partisan, bon, c'est une politique publique et c'est une loi qui régit ça. Pour voter cette loi, si vous ne partez pas d'expérience, de résultats probants, des études d'analyse qui vous permettent de prendre des décisions à travers le vote de cette loi-là qui impactent le peuple, bon, vous allez voter et puis après vous allez revenir. Vous allez observer avec moi que il arrive qu'on fasse des relectures sur des relectures des lois. Mais pour bien faire une relecture d'une loi et avoir une loi qui impacte véritablement la population, il faut, après un certain nombre d'années de mise en œuvre, l'évaluer et savoir si vous êtes toujours dans la droite ligne, dans la bonne ligne des objectifs que vous vous êtes donnés ou quels sont les éléments que vous devez corriger pour aller dans la bonne direction. Et le député, en termes de prise de décision, le député participe, je peux dire, même à plus de 90%. Parce que vous allez prendre les lois, même si c'est un projet que le gouvernement envoie, c'est vous qui allez l'étudier, le dépouiller totalement, et quelquefois même la reprendre totalement avant de la voter. Et si c'est une proposition de loi aussi, pareil. Et c'est vous qui votez aussi les budgets. Donc une politique publique qui est traduite à travers un budget de l'État, c'est vous qui étudiez le budget et qui validez. Et la Constitution vous donne encore les prérogatives de suivre la mise en œuvre de ce budget et de poser des questions au gouvernement, donc le contrôle de l'action gouvernementale, de poser des questions au gouvernement. Donc tous ces aspects-là, vous avez besoin des données d'évaluation pour les faire de manière plus correcte, plus efficiente. Et vous n'êtes pas sans savoir les différentes crises que nous traversons, nos différents pays traversent aujourd'hui, que ce soit les crises climatiques, financières, sanitaires et autres. Et donc, les ressources de l'État et les politiques publiques doivent être mises en œuvre avec efficacité et efficience. On ne peut plus se lever aujourd'hui et faire les choses comme on veut et autres. Et donc, on a trouvé que c'est une très belle initiative que ces pionniers ont prise depuis 2014. Et c'est comme ça que chacun de nos pays a commencé par prendre le pli. Et à la date d'aujourd'hui, vous avez même des pays qui l'ont déjà constitutionnalisé et l'ajouté comme une quatrième fonction du député. Ah oui. Oui, si vous prenez les pays comme le Maroc, comme la Côte d'Ivoire, c'est déjà constitutionnalisé. Et là, on va vous dire que les députés votent les lois, contrôlent l'action du gouvernement, évaluent les politiques publiques et représentent la population. Honorable, dites-nous. Donc, c'est plein dans le rôle du député. C'est technique, ce n'est pas que le député devient un expert en évaluation, mais le député a besoin du travail de l'expert, du travail, les rapports d'évaluation, des données pour son travail, que ce soit au niveau de la prise des lois que du contrôle de l'action du gouvernement. Alors, dites-nous si on est d'accord avec ce que
vous avez donné comme explication. Quels sont les moyens de mesure, d'évaluation dont dispose votre réseau? Comment est-ce que vous évaluez alors les politiques de développement, l'action publique au niveau des États? Non, c'est ça que je dis. D'abord, d'entrée, nous accompagnons d'abord l'exécutif dans la mise en place d'un système national d'évaluation solide. En prenant des lois, si vous prenez le cas du Bénin, Oui. Ça fait déjà plus de 15 ans, 14 ans, 15 ans, que la volonté politique est née pour la mise en place d'un système national puissant, d'un système national fort. Et il y a eu même un ministère dédié à l'évaluation. Et après, c'est passé de direction, de service. Mais à un moment donné, il faut passer à la loi pour rendre plus stable l'évaluation et tout l'aspect institutionnel. Donc, les structures mises en place là, c'est une loi qui peut consolider ça. Et ça, c'est les députés qui peuvent la prendre. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas le député qui fait l'évaluation. Lorsque vous voulez, par exemple, comprendre mieux comment une politique évolue dans un pays, je prends par exemple notre pays, les cantines scolaires. Le gouvernement est parti d'un point donné et chaque année, après évaluation à son niveau, chaque année, le gouvernement augmente le crédit, augmente le crédit. Au point où, aujourd'hui, le gouvernement est déjà à plus de 70% d'écoles primaires impactées. Et normalement, le Parlement devait être aussi à même de commettre des experts pour aller faire l'évaluation de cette politique mise en place par le gouvernement. N'est-ce pas? Et savoir, et voir si... sont mises en œuvre beaucoup plus par règlement chez nous que par loi. Les lois sont souvent générales, mais dans l'action, c'est l'exécutif qui, à travers le règlement, met en œuvre les politiques publiques. Est-ce que ce n'est pas cela peut-être qui fait que votre action n'est pas visible en termes d'évaluation? Non. Nos actions sont visibles et seront encore davantage visibles. Seulement que nous avons commencé il n'y a pas longtemps. Le Bénin a adhéré au réseau en 2016. Le réseau est né en 2014, mais le Bénin a adhéré au réseau en 2016. Et nous avons commencé de 2016 à maintenant, nous avons fait beaucoup de choses. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en janvier dernier, nous avons voté une loi cadre portant planification du développement et évaluation des politiques publiques. C'est une première. Voilà. Et notre loi est révolutionnaire. C'est une innovation au Bénin, puisqu'il y a d'autres pays qui ont pris des lois sur l'évaluation des politiques publiques. Mais le fait d'associer les deux, la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques, c'est le Bénin qui a innové. Et donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas le député, le parlementaire qui devient évaluateur du coup, mais quand on prend une politique donnée, une politique publique, il est nécessaire que le parlementaire fasse évaluer ça et avec les rapports d'évaluation, qu'il soit à même de dire au gouvernement, ah oui, vous êtes dans la bonne direction, non, il y a tel aspect qui est à corriger. Et s'il se trouve que c'est à travers les lois qu'il y a ces insuffisances, soit ce sera l'initiative du parlementaire lui-même ou de l'exécutif pour faire la relecture de la loi et corriger ce qui est à corriger, afin que, à la mise en œuvre, cela impacte véritablement nos populations. Et c'est le cas dans les pays qui ont déjà connu de grandes avancées en la matière. Chaque législature ou chaque année, un certain nombre de politiques publiques est retenu pour être évalué. Et les gens commettent des experts pour ça. Oui. Ce qui permet toujours d'être dans la bonne direction, d'orienter, de travailler avec le gouvernement pour être toujours dans la bonne direction. Alors, quand il vous arrive d'évaluer ces politiques de développement, quelles sont de façon générale, on ne va pas spécifier le cas d'un pays, quels sont les constats que vous révélez? Est-ce que les choses sont bien faites aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses à corriger? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va bien dans nos États? Bon, il y a beaucoup de critères que les experts utilisent en la matière. Je ne suis pas un expert, même pour ce que je sais, il y a des critères comme l'efficience. Je veux faire, par exemple, la mise en œuvre d'une politique publique.
et quel est le coût. Même s'il arrive à faire ça, est-ce que je l'ai fait à un coût exorbitant? Est-ce qu'on peut dépenser moins et avoir les mêmes résultats que ce que j'ai obtenu? C'est une évaluation qui peut te donner ça. Est-ce que la politique publique mise en œuvre, est-ce que cela a véritablement impacté la population? Et avant, dans le bon vieux temps, on peut se lever un jour, je donne un exemple, pour aller dans une communauté, aller creuser un puits. Et le puits peut rester là pendant des années sans que les gens l'utilisent. Mais si, avant de le faire, avant d'aller réaliser l'infrastructure, vous avez fait une évaluation en amont pour savoir si cela fait partie des priorités de la communauté, si cela va véritablement impacter leur bien-être. Si vous avez fait tout ça là au départ et que vous réalisez, l'ouvrage ne pourra pas être abandonné. Vous allez dépenser et ce sera utilisé à bon escient et la population même sera satisfaite. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc c'est pour dire que toute politique publique, il faut vérifier son impact par rapport à la population, il faut vérifier son efficacité, son efficience, sa cohérence avec la politique gouvernementale en général. Et donc, tous ces termes, les experts pourront vous expliquer dans les moindres détails, mais nous, on a besoin de ça pour savoir est-ce qu'il faut réorienter la politique, il faut accompagner le gouvernement dans la réorientation de la politique. Est-ce qu'il faut mettre fin carrément à cette politique si on voit que cela n'impacte pas la population, cela n'apporte pas une plus-value pour le développement? On peut décider ensemble de mettre un terme à la politique. L'action de l'APNOD, ça vient en amont ou en aval? Le tout. Puisque, comme je l'ai dit, le rôle du député, nous sommes en amont, pendant, donc en cours, et aussi à l'aval. En amont, parce que une politique publique qui doit être traduite par une loi doit forcément passer par l'Assemblée. Donc, c'est nous qui allons voter la loi. Une politique qui est traduite à travers un budget de l'État, c'est les parlementaires qui vont voter le budget. Et une fois maintenant que la politique est en cours de mise en œuvre sur le terrain, le député, dans son rôle de contrôle de l'action du gouvernement, doit avoir un regard sur la mise en œuvre de la politique. Et d'où les questions au gouvernement que nous posons. Mais pour poser les questions au gouvernement, il faut avoir des données avec toi, des données dont tu es sûr. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question sur l'actualité politique. Je vous ai dit que je n'ai pas encore à ma disposition tous les éléments nécessaires pour donner un jugement de valeur, pour donner une appréciation. Si je me mets dedans comme ça, parce que j'ai entendu tel ou tel sur les réseaux sociaux, telle information, et je me mets... Bon, mon analyse peut être juste comme elle peut être biaisée. Parce que je ne dispose pas encore à mon niveau de tous les éléments pour donner un jugement de valeur, un jugement qui sera peut-être très peu contesté demain. Donc, et c'est ça qu'on appelle le député. Donc le député est en amont par la prise des lois, que ce soit une proposition ou un projet, par le vote des lois. Le député est aussi agit aussi pendant la mise en œuvre, par le suivi de la mise en œuvre après avoir voté, le suivi de la mise en œuvre à travers les questions orales. Et puis aussi après, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'une fois que nous votons les budgets et que c'est mis en œuvre, ça nous revient après en loi de règlement. Une fois que le gouvernement a fini, il dépose les comptes au niveau de la Cour des comptes qui travaille dessus et qui ramène ça encore à l'Assemblée. Et c'est ça là qui vous permet de voir le crédit que vous avez donné, comment cela a été utilisé à travers la loi de règlement. Vous avez ça. Et cela vous permet, si c'est la même politique, qui continue, lorsque vous avez encore d'autres budgets sur votre table, la mise en œuvre de la gestion antérieure dont vous avez la loi de règlement vous permet de mieux analyser ces documents budgétaires qu'on vous envoie et de voter vraiment avec l'esprit que le travail que vous avez fait va véritablement impacter
la communauté, la population que vous représentez. Jérémy Adomao, l'APNOD en tant que réseau, comment fonctionne-t-il? Je parie que ce sont des parlementaires disséminés dans la plupart des parlements des 29 pays membres. Comment est-ce que cela fonctionne pour l'efficacité des missions que vous êtes assignés, les nobles que vous venez d'égrener? Et le réseau a ses organes, vous voyez, l'organe suprême, c'est l'Assemblée générale annuelle, telle que nous l'avons organisée la semaine dernière à Cotonou. Et le réseau a un secrétariat. Le secrétariat du réseau aujourd'hui est hébergé par IDEV, l'évaluation indépendante qui est logée au niveau de la Banque africaine de développement à Abidjan. Bon, c'est parce que le réseau même n'a pas encore les reins solides pour construire véritablement un secrétariat que depuis la création, la BAD a pris cette responsabilité-là à travers l'IDEV pour héberger le secrétariat. Mais à l'intérieur des parlements, puisque le réseau, ce n'est pas seulement les parlementaires qui sont membres. Les parlementaires sont membres, mais il y a aussi des parlements qui sont membres institutionnels et il y a des partenaires technico-développement aussi qui sont membres. Le plus important, c'est d'être dans la vision de l'APNOD qui est de travailler de sorte à œuvrer pour le développement de nos différents pays à travers l'utilisation des données probantes. Et donc, dans nos pays, il est demandé que nous mettions en place des sessions nationales de l'APNOD que nous animons, puisque nous sommes des parlementaires et donc des élus à mandat fixe. Et donc, à chaque élection, certains peuvent ne pas revenir. Et donc, nous avons des sessions nationales et ces sessions nationales sont animées pendant chaque législature avec des renforcements de capacités et avec des lois aussi à voter en la matière si c'est de l'initiative gouvernementale ou de l'initiative parlementaire. Et donc, c'est ce plaidoyer que nous faisons dans nos différents parlements. Et à la date d'aujourd'hui, certains parlements, c'est vrai que tous les 29 pays membres n'ont pas encore une session nationale. Nous en avons 7 actives aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui. Nous avons 7 sessions nationales actives. Nous avons la session du Zimbabwe, la session de la Zambie, la session du Maroc, la session du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Soudan du Sud et du Bénin. Ces 7 sessions-là sont très actives aujourd'hui et fonctionnent. Pas plus tard qu'il y a 2 mois, que la session du Bénin a participé à un atelier de renforcement à Grand Popo sur comment faire le contrôle de l'action gouvernementale à travers les données d'évaluation. Et donc, chaque session anime ces éléments et le Parlement avec le personnel parlementaire qui nous accompagne. Et donc, ça, c'est souhaiter que tous les pays membres disposent de ces sessions nationales-là qui animent le réseau. Mais pour le moment, nous sommes à 7-29, nous continuons le plaidoyer. Aussi, j'ai toujours l'habitude de dire qu'il n'y a pas de parlementaires sans parlement. Donc, si on laisse seulement les parlementaires animer le réseau, c'est qu'il arrivera où, dans certains pays, le réseau ne vivra pas. Puisque... Et pourquoi? Non, à force de renouveler, d'aller aux élections, ceux avec qui, les collègues avec qui, moi j'ai commencé par exemple en 2016 à la 7e législature, ils ne sont pas tous là aujourd'hui à la 9e. Et donc si le Parlement même n'adhère pas, et pareil, il y en a qui ont animé la session du réseau à la 8e législature, mais qui ne sont pas revenus à la 9e. Comme nous sommes des élus à mandat donné, et les parlements doivent s'impliquer et avoir une session et pour que à chaque fois, même si le Parlement était renouvelé à 100%, que le personnel parlementaire accompagne les nouveaux députés, les nouveaux parlementaires à prendre la main pour que le travail continue. Alors, donc, d'où l'implication des parlements aussi dans, disons, la vie du réseau. Vocation à évaluer les politiques de développement au niveau des États. On va vous évaluer aussi au cours de cette émission. On va parler bilan. Après 10 ans d'existence, quel bilan
on peut mettre aujourd'hui à l'actif de votre réseau de l'APNOD? En termes de bilan, j'ai commencé déjà, mais j'irai au fond. Comme je vous ai dit, à l'entrée, les pionniers, ils étaient 25 parlementaires. De 25 parlementaires en 2014 à la date d'aujourd'hui, nous sommes 700 parlementaires membres du réseau. Et les 25 parlementaires pionniers du réseau provenaient de 7 pays africains. Aujourd'hui, nous sommes 29 pays membres. Les 700 parlementaires membres proviennent de 29 pays africains. Et au départ, il n'y avait pas de section active. À la date d'aujourd'hui, nous avons 7 sections actives. Et les parlements qui adhèrent en tant que membres institutionnels pour que le renouvellement des parlementaires aux différentes élections n'entrave pas la vie du réseau, le fonctionnement du réseau. Et à la date d'aujourd'hui, nous avons 4 parlements qui ont adhéré en dehors de leurs députés, membres déjà du réseau. Le Bénin en fait partie. Oui, oui. Il y a le Bénin, il y a le Zimbabwe, il y a le Maroc et il y a le Soudan du Sud. Pourquoi ce n'est pas systématique? Des parlementaires d'un pays sont membres du réseau et le Parlement oui, 10 ans, ça paraît beaucoup, mais 10 ans aussi, c'est très peu dans la vie. Inscrivez ça dans vos tests. Donc, dans nos tests, c'est le plaidoyer que nous faisons et c'est les rencontres comme celle de Cotonou, l'Assemblée générale de Cotonou, la dernière fois. C'est ça qui amène les parlementaires. La dernière fois, les Ivoiriens, les parlementaires ivoiriens qui sont venus représenter leur pays étaient étonnés que la Côte d'Ivoire dispose d'une session nationale active, mais n'a pas adhéré, que le Parlement de la Côte d'Ivoire n'a pas adhéré en tant que membre institutionnel. Peut-être qu'à leur retour, ils vont faire les formalités pour adhérer. Donc, c'est ça. On fait le plaidoyer, nous continuons de faire le plaidoyer, et c'est comme ça qu'avec la volonté politique, puisque vous savez, il ne suffit pas de faire le plaidoyer auprès d'un parlement pour dire, bon, il faut adhérer en tant que membre institutionnel, ou il faut créer une session nationale, et que le lendemain, en même temps, cela s'exécute. Et il faut la volonté politique de ceux qui sont là, et en cela, nous devons beaucoup féliciter nos autorités au Bénin, au niveau de l'exécutif comme au niveau du Parlement. Le Bénin a non seulement commencé par animer sa session depuis son adhésion en 2016, et à chaque législature, nous renouvelons toujours les membres de la session et nous faisons le plaidoyer à la fois au niveau du gouvernement et des partenaires techniques et financiers pour renforcer les capacités des députés membres. Et c'est un exemple que je vous donnais il y a 2 mois où nous avons fait une activité à grand propos. Et donc le Bénin aussi a adhéré en tant que membre institutionnel et a accepté, parce qu'à chaque assemblée, on soumet avis à proposition les pays qui souhaitent organiser les prochaines assemblées générales annuelles, et on tranche. Déjà la semaine dernière, quand on clôturait nos travaux, le Maroc a pris la décision d'organiser l'Assemblée générale annuelle de l'année prochaine, et l'Algérie a pris la décision d'organiser celle qui suit. Et donc nous avons déjà 2025 et 2026 les pays qui vont accueillir les parlementaires africains pour l'évaluation du développement. Donc c'est comme ça que nous fonctionnons. Et notre travail est beaucoup plus basé aussi, en dehors de renforcement des capacités, beaucoup plus basé sur le partage d'expériences. Et la dernière fois, la Côte d'Ivoire a partagé une très belle expérience avec nous, puisque eux, ils sont allés jusqu'à constitutionnaliser l'évaluation, donc c'est dans leur constitution, donc c'est considéré comme une 4e fonction aujourd'hui du député, en dehors du rôle du vote de loi, du contrôle de l'action du gouvernement et de la représentation. Ils sont allés jusqu'à travailler leur règlement de l'Assemblée pour insérer une commission permanente chargée de l'évaluation des politiques publiques, qui est une commission transversale sur toutes les autres commissions. Donc toutes les autres commissions nourrissent en termes de membres la commission permanente chargée de l'évaluation des politiques publiques, et
Et ce qui nous a été présenté par la délégation, c'est que chaque année, ils choisissent 1, 2 à 3 politiques publiques qu'ils lancent. Ils commettent des experts. Le Parlement recrute des experts pour leur faire l'évaluation. Et maintenant, le rapport est discuté en commission. Et c'est à travers ces discussions maintenant en commission que le Parlement décide peut-être de faire des questions au gouvernement ou de réorienter une politique donnée ou de suggérer au gouvernement carrément de mettre terme à une politique donnée. Et donc, c'est une expérience que nous partageons et peut-être nous allons mûrir les réflexions pour voir si nous aussi on n'ira pas au-delà de la loi que nous avons prise. C'est au niveau des meilleurs élèves de la classe peut-être, parce que quand on sait comment ça fonctionne dans nos parlements, beaucoup de politiques politiciennes, l'évaluation à laquelle vous adhérez à l'APNOD et que vous mettez au cœur de l'action parlementaire est digne des grandes démocraties. Ça leur va très bien parce que là-bas, des débats d'école, des débats de fond se font sur les deniers publics, leur orientation et l'efficience, comme vous en avez parlé. Mais quand on sait comment nous connaissons les pratiques politiciennes et parlementaires chez nous et les maximes autour, le Parlement c'est le haut lieu de la politique, est-ce que vous pensez que cette initiative prospère au rythme réel déjà avec 10 ans d'existence de l'APNOD? Et cela va prospérer et vous devez savoir que avec votre propre analyse que nous sommes dans la bonne direction. Si hier, quand je dis hier, ce n'est pas l'année dernière, ce n'est pas il y a 2 ans. Si hier la politique politicienne a pris le pas où on ne fait pas des débats objectifs, on ne fait pas des appréciations objectives et on saute sur les grandes questions de développement comme on veut. Si aujourd'hui l'évaluation va nous permettre d'affiner davantage nos décisions, nos prises de décisions, les lois que nous prenons, et d'affiner beaucoup plus le contrôle de l'action gouvernementale, les questions que nous posons au gouvernement, de façon plus cohérente, je pense que c'est à féliciter, à encourager. Et nous aussi, nous aspirons à être comme les grandes démocraties. Et c'est pour ça que c'est utile pour nous, comme fonction de député, de travailler à, disons, dans le cadre de l'institutionnalisation, à la constitutionnaliser, comme certains pays que j'ai cités, dans les grandes démocraties comme la France, les États-Unis, ça existe depuis des années. Et en Afrique, le Maroc, la Côte d'Ivoire et certains pays ont pris le pas en constitutionnalisant. C'est vrai que la constitution n'est pas un test dont la révision est facile comme ça d'année en année, mais c'est important pour nous, lorsqu'une occasion va se présenter au Bénin, qu'on puisse aussi aller dans la même direction et constitutionnaliser l'évaluation des politiques publiques, permettre que ça soit une fonction complémentaire du député. Mais là où nous sommes aujourd'hui, la loi que nous avons prise aussi est déjà, je vous ai dit que c'est une révolution, notre loi, puisque la loi fait obligation à toutes les institutions de la République et à toutes les structures déconcentrées de prévoir en même temps l'évaluation de toute politique publique qu'ils planifient dans leur programme. Et donc, que ce soit les mairies, que ce soit les ministères, que ce soit les institutions, tout le monde a l'obligation, depuis la promulgation de cette loi, de réserver des crédits pour l'évaluation de toute politique publique planifiée. Alors, honorable, vous avez dit tout à l'heure qu'il peut arriver que vous demandez qu'on mette un thème à un programme qui est en cours, à une action de développement en cours, si elle n'est pas bien mise en œuvre, c'est bien cela. Est-ce que c'est facile dans votre position, par exemple, je ne parle pas que du Bénin, dans la position de certains parlementaires qui soutiennent l'action du gouvernement, s'asseoir au Parlement pour dire, écoutez, ce qui est en train d'être fait là, c'est pas bien fait, il faut nous arrêter ça. On peut voir les opposants dans ce rôle et ils vont bien le jouer. Mais est-ce que c'est toujours facile pour un député qui soutient les actions du régime de se lancer dans une telle
proposition? Oui, ce n'est peut-être pas facile, mais comme je vous explique, l'évaluation est conduite par des experts. Lorsque je prends une politique publique donnée et que je commets un ou plusieurs experts dessus pour me sortir un rapport, si le rapport me montre que la politique là n'impacte pas la population, que ça ne va pas, ça ne marche pas, je ne dois pas faire la politique politicienne, même si je suis soutien du gouvernement, pour lui dire de continuer avec cette politique. Là, nous sommes dans l'idéal, pas dans la pratique. Oui, je ne dois pas lui dire. Ce que l'évaluation, au fait, ce n'est pas le contrôle. Cela te permet, l'évaluation te permet de mieux faire. Et donc, si tu sais que tu es dans la mauvaise direction, pourquoi tu vas continuer dans la mauvaise direction? Non. Mais si tu sais qu'il y a des choses à corriger, ce n'est pas toujours mettre un terme à la politique qui est l'objectif final. Si tu sais qu'il y a des choses à corriger, des réaménagements à faire, des choses à améliorer pour que la politique impacte véritablement la population, pour que les objectifs soient atteints, tu les corriges. Et si cela doit t'amener à revisiter des lois, tu ne dois pas être gêné de faire, si c'est au niveau gouvernement, de faire des projets de relecture de la loi, ou si c'est au niveau du Parlement. Et au Bénin, le gouvernement a pris le pas depuis, je vous ai dit, ça fait plus d'une quinzaine d'années que cette volonté politique existe. Donc, le gouvernement fait toujours ses évaluations à son niveau pour voir ce qu'il y a à corriger dans telle ou telle politique pour avancer. Le gouvernement du Bénin le fait toujours, et d'autres gouvernements. Mais le rôle que le député joue dans la prise de décision, le rôle que le député joue, le parlementaire joue dans l'action publique, c'est ce rôle-là qui amène nous autres parlementaires à prendre la fonction évaluative comme une fonction complémentaire pour mieux assumer notre rôle régalien tel que véhiculé dans nos différentes constitutions. On va parler... Au lieu de se baser toujours sur des résultats d'évaluation fournis par le gouvernement, exécutés par le gouvernement et fournis par le gouvernement, et apprécier la politique sur la base de ça, ou de se baser sur le rapport d'évaluation d'un partenaire technique financier qui, partiellement ou totalement, a contribué à la mise en place de la politique. Vous voulez dire que ce n'est pas toujours fiable? Nous sommes dit que ce n'est pas suffisant. Il faut que les parlementaires, les parlements même, s'arment d'outils. Si on n'a pas encore atteint le niveau où on doit avoir des commissions permanentes pour trancher de la situation, on peut faire recours à des experts en la matière, faire des partenariats avec des centres de recherche, des universitaires, pour nous étudier, nous analyser les politiques publiques mises en œuvre et nous dire si on est dans la meilleure direction ou pas. Et là maintenant, dès que l'on a le résultat, ça nous permet de prendre la décision. On dit au gouvernement non, tel que vous êtes en train de mettre en œuvre le système de cantine scolaire, non, on pense qu'après évaluation, on a eu tel résultat et on pense qu'on peut améliorer le système. Ça impacte certes la population, mais on pense qu'on peut l'améliorer en faisant telle chose. Et là, vous êtes crédible parce que ce que vous demandez là, ça a été travaillé de façon scientifique par des experts en la matière. Et c'est sur cette base-là maintenant que vous prenez une décision. On va parler... Mais si vous devez scruter seulement sur la base de ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux et autres, ça peut arriver que vous tranchez de la bonne manière. Parce que je ne dis pas que tout ce qui passe sur les réseaux sociaux est faux. Ça peut être possible que vous êtes dans la bonne direction. Peut-être que si la PNUD avait existé, on n'aurait pas eu ces gâchis qu'on a vus, les programmes néerlandais qui devaient impacter nos localités. Le nom m'échappe, mais il y a PPA2. PPA2, ainsi de suite. Peut-être qu'on aurait évité ces scandales-là. Non, la PNUD peut exister sans qu'on évite ça, parce que je vous ai dit que c'est une question de volonté gouvernementale. Si l'expert te fait l'évaluation et te fait des recommandations, te donne le résultat, le rapport d'évaluation, l'expert n'est pas un gendarme derrière toi pour demander de mettre en œuvre rigoureusement. Or, c'est dans la mise en œuvre que toi, tu auras des résultats, que tu vas impacter ta population. Mais tu sais au moins si tu es dans la bonne direction ou pas. Parce que lui, il n'est pas partisan.
l'expert en évaluation, lui n'est pas partisan. Tu lui as soumis des thèmes de référence sur une politique donnée et lui va faire ses enquêtes, ses travaux et tu viens maintenant avec un résultat. C'est ce résultat-là que toi tu analyses pour prendre ta décision. Le résultat peut être là et tu peux t'en foutre et continuer ton chemin. Comme tu peux aussi maintenant tenir compte des recommandations, des observations de l'expert et améliorer ta politique. Et c'est ça qui va véritablement impacter ta population. Donc, c'est le cas. Donc, c'est d'abord une volonté politique. On peut te faire des évaluations sur des politiques données, mais si toi-même, dans la mise en œuvre, tu ne tiens pas compte des observations et des recommandations issues du... Alors, je sais que William a envie qu'on change d'axe. Absolument. Il a fait la relance au moins 3 fois déjà. Oui, on va parler très rapidement du rendez-vous de Cotonou et des grandes résolutions, mais 2 petits mots d'abord sur les partenaires techniques et financiers. On veut évaluer nos actions, celles qui sont au profit de nos populations sur nos deniers publics et l'instrument régional qui nous permet de coopérer autour à beaucoup de bailleurs qui ont un poids non négligeable. Vous les avez cités plus d'une fois déjà. Comment ça se passe? Déjà nous dicte la loi de notre évaluation parce qu'ils ont payé la popote de l'évaluation? Non. Les partenaires ne dictent pas la loi. Vous savez, il y a beaucoup de partenaires au développement qui sont dans le domaine de l'évaluation, puisque ces partenaires même financent, accompagnent des États dans des politiques données, et sans même attendre ces États, ces partenaires même font leurs propres évaluations. Si vous allez par exemple sur le site de la Banque africaine de développement ou de la Banque mondiale, vous allez voir les différentes évaluations qu'ils ont eu à faire sur des projets ou programmes dans lesquels ils ont accompagné différents pays, y compris même le nôtre, le Bénin. Et donc, tous les partenaires qui sont dans cette vision, et qui acceptent d'accompagner le réseau, c'est à bras ouverts que nous les accueillons. Et donc c'est comme ça que la BAD, l'IDF de la BAD est avec nous, et l'UNICEF est avec nous, et CLIE est avec nous, le PNUD est avec nous, ONU Femmes est avec nous, et beaucoup de partenaires qui accompagnent, mais nous attendons toujours. Mais nous nous sommes dit, on ne peut pas se limiter seulement aux partenaires parce qu'il y a la souveraineté. Et donc, nous-mêmes là, au niveau du réseau, nous cotisons. Les parlementaires cotisent. Et les parlements qui sont membres institutionnels aussi là, cotisent. Donc, c'est tout ça là qui regroupé, qui constitue les ressources du réseau. Les parlementaires cotisent, les parlements cotisent et les partenaires accompagnent aussi par... il y a des partenaires qui accompagnent de façon matérielle sans donner de l'argent. Mais lorsque vous avez par exemple un renforcement de capacité, ils sont prêts à mobiliser des experts pour venir vous accompagner le nombre de jours où il faut pour faire le travail. Et donc c'est comme ça que le réseau fonctionne. Mais pour nous, à l'avenir, il faut faire en sorte que nous-mêmes, on prenne le prix. Si vous prenez par exemple la loi qui est votée au Bénin, que le programme ou le projet ou la politique publique soit partiellement ou totalement financé par le partenaire public, la structure qui doit abriter la politique publique doit prévoir dans ses ressources propres sur le budget national des ressources pour l'évaluation de cette politique. Et une fois que c'est généralisé, vous allez voir, ça améliore la gouvernance. Et avec cette loi, imaginez le Bénin d'ici 5 ans, 10 ans, vous allez voir que même après les crises, notre résilience là ira de plus en plus, puisque les ressources publiques seront mieux utilisées et elles vont mieux impacter nos populations, nos communautés. Et c'est ce que nous souhaitons. Si vous êtes le représentant d'une population, d'un peuple qui ne bénéficie pas de vos actions et qui ne trouve pas son bonheur, son bien-être dans tout ce que vous faites, ce n'est pas bien. Vous n'hésitez pas. Nous avons 9 minutes encore et nous allons parler du rendez-vous de Cotonou, des perspectives. Jérémy Adomaou, que vous êtes-vous dit à Cotonou, à la PNUD? Nous avons dit aussi que, comme vous l'avez dit, que nous allons évaluer le réseau
le fonctionnement du réseau. Nous avons fait 10 ans et nos tests que nous avons pris depuis 2015, puisque la naissance du réseau en 2014, c'est en 2015, à la première Assemblée générale que nous avons adopté les tests du réseau. Nous avons dit le contexte dans lequel le réseau est né en 2014 et le fonctionnement du réseau à la date d'aujourd'hui, ce n'est pas évident que ça soit la même chose. Donc, nous devons faire la relecture de nos tests pour les adapter au contexte d'aujourd'hui. Pour les adapter au contexte d'aujourd'hui. Ça a été la première grande résolution que nous avons prise. La deuxième, comme je vous l'ai dit, c'est l'IDEV de la Banque africaine de développement qui abrite le secrétariat. Or, à la naissance du réseau en 2014, ils avaient pris seulement l'engagement de nous accompagner pendant 1 an pour qu'après le réseau même prenne ses responsabilités, installe son secrétariat, recrute un secrétaire exécutif pour accompagner le réseau de façon efficace. Mais les contraintes ont fait que d'un engagement d'1 an, nous sommes à 10 ans toujours avec le secrétariat au niveau de la BAD. Donc nous avons dit qu'il faut réfléchir et sortir, installer maintenant un secrétariat en bord de forme, peut-être à l'intérieur d'un des parlements membres institutionnels. Les parlements qui sont membres institutionnels, comme le Bénin, comme le Maroc, comme le Zimbabwe, les réflexions continuent. Et puisque juillet passé, le Maroc nous a invités pour la signature d'une convention d'un partenariat entre la Chambre des conseillers du Royaume du Maroc et APNOD, nous avons dit que nous allons réfléchir dans ce sens pour voir si le Maroc peut accepter, abriter le secrétariat prochainement. Donc, c'est des réflexions qui sont... Aussi, au niveau des cotisations, nous avons trouvé que les montants qui étaient proposés à la naissance du réseau sont très faibles. Et $250 pour un parlementaire, ça fait à peine 120 ou 150 000. 150 000 environ. CFA. Pour une année, on a trouvé que c'est faible. Il faut revoir. $5 000 pour un parlement membre institutionnel, environ 2,5 millions par an. Nous avons trouvé que ce ne sont pas des ressources qui vont amener le réseau à être autonome et à bien fonctionner. Et donc, dans la relecture de nos tests, nous allons revoir tous ces aspects et continuer la sensibilisation parce que, c'est vrai, 10 ans, c'est beaucoup, mais pour nous, en 10 ans, avoir seulement 7 sessions nationales actives et 4 parlements seulement membres institutionnels, pour nous, c'est faible par rapport aux 29 pays membres aujourd'hui. Et donc, nous avons pris aussi la décision de faire le tour de tous les parlements membres et de faire le plaidoyer pour avoir davantage d'adhésion, beaucoup plus de sessions nationales actives pour un meilleur fonctionnement. Et le point culminant pour nous, c'est réussir à finaliser l'institutionnalisation de l'évaluation dans tous nos parlements. Et le dernier niveau, c'est la constitutionnaliser. On peut partir par des lois, d'abord, comme le cas au Bénin, et après, on peut aller plus loin en mettant des commissions ad hoc ou permanentes pour travailler sur des politiques publiques données chaque année pour que le Parlement se prononce, indépendamment des rapports d'évaluation que l'exécutif envoie ou que les partenaires techniques envoient, que le Parlement, de son propre chef, commande des évaluations et apprécie des politiques. Et maintenant, arriver maintenant au point, le point le plus culminant qui est constitutionnalisé et donc avoir ça comme une fonction complémentaire du député. Oui. Et ce serait à Cotonou, vous avez également parlé numérique et intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous en avez dit? Oui, c'est vrai que les aspects du numérique et de l'intelligence artificielle, c'est d'actualité et c'est très hautement scientifique. Mais nous nous sommes dit, ce n'est pas du ressort du parlementaire d'aller utiliser par exemple l'intelligence artificielle et autres, mais
comme nous sommes utilisateurs des données d'évaluation, avec, disons, l'émergence du numérique aujourd'hui, de l'intelligence artificielle, il faut que nous soyons briefés sur le fonctionnement de ces terminologies afin de savoir apprécier demain les résultats d'évaluation qu'on va nous donner. Parce que il y a des logiciels qui vont vous permettre d'aller plus vite. Oui, parce qu'aujourd'hui, même ceux qui sont experts dans la collecte des données, autres là, le numérique doit être forcément utilisé aujourd'hui. Nous ne sommes plus au temps où il faut utiliser des voies pour collecter des informations. Le numérique est beaucoup utilisé aujourd'hui et l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et donc, nous devons faire attention. On doit attirer l'attention des décideurs que nous sommes, des gens qui sont à même de prendre des décisions qui vont impacter toute une population et doivent être briefés sur ces actualités, surtout l'intelligence artificielle où on veut faire tout par les robots et autres, alors que c'est les données que vous introduisez, c'est ces résultats que vous avez. Si vous introduisez de fausses données, vous aurez de faux résultats. Et donc, on ne doit pas se baser sur tous les résultats et autres, donc on doit attirer notre attention pour qu'on soit sûr que les résultats qu'on nous donne à travers les évaluations, les rapports d'évaluation, ce sont des résultats crédibles, des données sur lesquelles nous pouvons nous baser pour prendre des décisions qui vont impacter nos communautés. Allez, avec l'ACNOD, projetons-nous un peu dans l'avenir pour parler des perspectives. Ce sera le dernier axe vraiment de nos discussions. Vous avez commencé par en parler, les défis qui vous attendent. On va continuer dans cette lancée. Le premier défi, d'abord, c'est que on ait plus de parlements qui adhèrent à ça. Nous sommes 29 aujourd'hui, mais ce n'est pas 29 parlements que nous avons en Afrique. Donc, le premier défi, c'est que d'autres parlements adhèrent. Le second défi, c'est que ce n'est pas seulement adhérer pour adhérer, c'est accompagner le gouvernement dans chacun de nos pays à mettre en place un système national d'évaluation efficace, un système national d'évaluation robuste. Et cela passe par des tests à prendre, parce qu'il faut accompagner à travers des lois ou à travers même la Constitution, pour vraiment rendre stable les structures qui seront mises en place en la matière. C'est le second défi pour nous, parce que les conditions dans nos différents pays, avec les différentes crises, les conditions continueront toujours pas être de plus en plus difficiles. Aujourd'hui, pour mobiliser les ressources, en dehors des ressources propres, si tu vas vers un bailleur, tu ne peux plus trouver des ressources facilement comme ça à des taux acceptables. Et donc, tu ne peux pas aller à ces taux-là et aller dilapider l'argent sans mettre dans une politique efficace qui impacte réellement le développement de ton pays. Et donc, le souhait est que d'ici quelques années, nous sommes donné la décennie qui vient, si nous devons faire encore 10 ans et faire le bilan, c'est que la plupart des pays africains adhèrent, que la plupart des pays africains disposent d'un système national d'évaluation et que nos différents parlements arrivent déjà à institutionnaliser l'évaluation jusqu'à la constitutionnaliser pour que l'évaluation des politiques publiques devienne aussi un rôle régalien du député, du parlementaire, parce qu'il est au cœur, le parlementaire est au cœur de la prise de décision nationale. Et donc, il est important que ces décisions soient basées sur des données probantes, soit sur des données sûres, et que ne soient pas seulement des décisions prises comme ça à la volée, suite à des informations qu'on collecte ça et là sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Tout sur l'APNOD, le réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement, avec Jérémy Adomaou, il en est le président. Nous avons parlé des grandes recommandations de Cotonou, tout sur l'institution justement. Merci d'être venu à nous, chers députés. Merci aussi à vous, Franck Aounou, pour ces moments de discussion. Merci à toute l'équipe de réalisation. Dimanche prochain, on se retrouve. Au revoir.
Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le grand format de ce dimanche. Nous parlerons de l'événement, mais aussi des réalisations du conseil communal. Chaque parti politique dévoile sa position et fait des propositions. Fonctionnaire ou non, vous êtes pris en charge dès que le médecin vous déclare insuffisance rénale chronique. Alors de quoi les populations ont-elles eu droit, donc jeudi dernier? Le président de la République aussi était dans le marché de Porto-Novo, mais pourtant il n'aimait pas la foule. Même s'il y a des querelles, des choses qu'on cache aux deux peuples, il va falloir transcender tout cela. Le président Loko dit que sa main ne tremblera pas à agir. Zéro signé qu'une Foumi, c'est elle qui répond aujourd'hui à notre invitation. Ouais, j'ai dans ton dossier maintenant. Il dans avec béa, oui, ouais, dans ton. Gozi village, boa, couton, Santanga. Sero, merci d'avoir accepté d'être avec nous et de partager ces quelques minutes avec nous. Merci beaucoup, M. Gava. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi exactement? Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est la gratitude génère des cadeaux à l'infini. Pourquoi ce thème? M. Gava, vous savez, dans la vie, il y a des personnes qui pensent que Dieu les a oubliés, que Dieu accorde ses grâces à d'autres personnes et qu'on les oublie. Et il y en a qui vont jusqu'à dire que Dieu est injuste. Mais dans le même temps, ces personnes remarquent qu'il y en a qui sont heureuses, qui sont en phase avec la vie, et qui font avec la vie, qui vivent la vie qu'on leur offre. Mais la question maintenant, c'est de savoir, mais comment est-ce qu'ils font? La deuxième catégorie a fait comment? Et quand on voit de la liberté spirituelle, à travers ce thème, la gratitude génère des cadeaux à l'infini, je veux attirer l'attention de notre spectateur sur une attitude, un sentiment qui nous permet d'obtenir des cadeaux. C'est la gratitude. Si nous voulons que la vie continue à nous prodiguer ses bienfaits, il nous faut apprendre à exprimer de la gratitude pour tout ce que nous recevons. Sommaire ce soir, la rentrée des classes au sommet de l'État. C'était lundi dernier, c'est forcément une rentrée sur fond de continuité, mais aussi et surtout de calcul politique, alors que le président Patrice Talon et son équipe abordent l'avant-dernier virage de la destination 2026. Mais dans un contexte marqué par une fin de mandat de toutes les attentes et de toutes les attentions, l'exécutif du président Patrice Talon réussira-t-il sur ces chantiers pour satisfaire les attentes des Béninois? Patrice Talon doit pouvoir faire un sacrifice. Lequel? Il doit faire un sacrifice. Laisser le développement pendant les 1 an et demi et parler politiquement politique. Les opposants aussi ont du boulot, parce que s'ils restent là à penser que c'est aussi facilement qu'ils ramasseront le pouvoir peut-être en 2026, c'est pas évident. Celui qui va sauvegarder les réformes de Patrice Talon, parce qu'à ce niveau-là, si la personne va venir et remettre en cause tout et tout, les personnes ne sont pas d'accord.
Les vacances, c'est pour permettre une trêve politique en quelque sorte, parce que c'est un moment où même la classe oppositionnelle se retrouve aussi en vacances. Le dialogue politique, en vérité, s'estompe un peu et chacun va se requinquer afin de redémarrer, comme c'est le cas, une nouvelle rentrée. Le chef de l'État, ce n'est pas le gouvernement qui vote les lois. C'est des prérogatives données à l'Assemblée nationale. Et les députés élus émanent du peuple. Ça veut dire ce que veulent les députés, ça vient du peuple. Est-ce que ce code, pour nous, acteurs politiques, est-ce que ce code électoral est consensuel? Compte tenu du volume des contestations que ce code-là génère, nous sommes d'accord qu'il y a quelque chose à faire. Donc je suis d'accord sur le principe que c'est l'Assemblée nationale, mais dès lors que la loi est adoptée et qu'il y a des choses à corriger, soit la Cour constitutionnelle peut faire un renvoi vers le Parlement pour demander la relecture, ou carrément le chef de l'État peut le faire en tant que président de la République.